Il a conquis les foules, il est devenu une légende, mais personne ne parle de la haine qu'il gardait en lui. Nous ne parlons pas d'une simple querelle de célébrité. Nous parlons de Johnny Hallyday, cet homme qui a marqué des générations entières, qui a fait battre les cœurs plus vite, qui était pratiquement intouchable. Mais derrière ce sourire de star, derrière ce charisme magnétisant, existaient des inimités profondes, des ressentiments qu'il a lui-même révélés. 5 célébrités, 5 noms qu'il n'a jamais pu pardonner, 5 personnes qui l'ont vraiment mis en colère. Et le plus choquant, certains de ces noms vont te surprendre complètement. Si tu veux découvrir qui étaient ces personnes, si tu veux comprendre le côté sombre que même une légende du rock avait, abonne-toi maintenant à ma chaîne et active la cloche de notification, parce que ce qui suit va changer à jamais la façon dont tu vois Johnny Hallyday. Pendant de nombreuses années, le public a vu Johnny Hallyday comme un homme chaleureux, joyeux et toujours prêt à profiter de la vie. Dans les émissions de télévision, lors des grands concerts et pendant les interviews, il apparaissait entouré d'amis, d'admirateurs et d'artistes célèbres. L'image construite au fil des décennies montrait un chanteur généreux, passionné par la musique et fidèle à ses fans. Pourtant, derrière les coulisses existait un côté beaucoup plus sombre que peu de personnes connaissaient réellement. Après sa mort, d'anciens collaborateurs, gardes de corps et proches ont commencé à révéler des épisodes cachés au grand public. Certains décrivaient des explosions de colère impressionnantes. Johnny pouvait passer très rapidement du calme à la fureur lorsqu'il estimait que quelqu'un avait trahi sa confiance ou attaqué sa dignité. Ces récits ont surpris de nombreux admirateurs, car ils contrastaient totalement avec l'image sympathique qu'il montrait devant les caméras. Parmi toutes les révélations, une a particulièrement retenu l'attention. Johnny nourrissait de profondes rancunes contre 5 célébrités précises. Ce n'était pas de simples désaccords passagers. Dans certains cas, les conflits ont duré des années et sont restés vivants malgré plusieurs tentatives de réconciliation. Des proches affirmaient qu'il oubliait rarement une humiliation publique, une critique jugée injuste ou une attitude qu'il considérait comme irrespectueuse. Les confrontations atteignaient des niveaux extrêmement tendus. Lors d'événements privés, de réunions professionnelles et de soirées organisées par des célébrités, plusieurs disputes ont failli dégénérer en bagarres physiques. Certains amis ont raconté qu'il avait fallu séparer Johnny d'autres artistes avant que la situation ne devienne incontrôlable. Sa forte présence, combinée à son tempérament explosif, créait une atmosphère de peur lorsqu'il perdait la patience. Les personnes qui travaillaient quotidiennement à ses côtés expliquaient qu'il existait des signes très clairs avant une explosion. Son silence changeait, son regard devenait plus dur et le moindre commentaire apparemment innocent pouvait provoquer une réaction intense. Ces fameux anges gardiens, chargés de le protéger et de l'accompagner dans ses déplacements, avaient appris à reconnaître ces moments dangereux. Après sa mort, beaucoup d'entre eux ont décidé de raconter des détails restés cachés pendant des décennies. Malgré ces histoires difficiles, Johnny n'était pas seulement un homme dominé par la colère. Cette dualité rendait sa personnalité encore plus complexe à comprendre. Il pouvait montrer un amour inconditionnel envers ses amis proches, soutenir de jeunes artistes et aider discrètement des personnes sans chercher la moindre reconnaissance publique, mais au même moment, il était capable d'entretenir une haine éternelle contre ceux qui franchissaient certaines limites personnelles. Les ennemis qui ont marqué sa vie avaient un point commun. Ils avaient touché des sujets extrêmement sensibles liés à la fierté artistique de Johnny. Pour lui, le respect était une valeur fondamentale. Les critiques sur son authenticité, les commentaires sur sa carrière ou les accusations concernant son intégrité provoquaient des réactions violentes. Il acceptait les débats musicaux mais ne supportait jamais ce qu'il considérait comme des attaques contre son honneur. Au fil des années, ces conflits ont grandi silencieusement, loin des gros titres. Pendant que le public continuait à voir uniquement la star charismatique de la scène, un réseau de rancœurs se renforçait dans l'ombre, préparant le terrain pour des affrontements encore plus intenses. Certains de ses rivaux étaient eux aussi des figures très admirées du public, ce qui rendait la situation encore plus délicate. Johnny savait cacher ses blessures pendant les interviews et les apparitions publiques, mais une simple provocation suffisait à réveiller d'anciens ressentiments. Des proches affirmaient même que certains noms étaient interdits dans les loges et pendant certaines réunions. Dans cet univers dominé par la célébrité, l'argent et l'orgueil, les blessures ne disparaissaient jamais vraiment. Et cette tension permanente allait ouvrir la voie à des révélations encore plus choquantes dans les prochains chapitres.
Dans les années 70, la musique française vivait une période de grande popularité. Parmi les artistes les plus admirés du pays figuraient Johnny Hallyday et Claude François. Pour le public, ils étaient simplement deux stars partageant le même univers artistique. Mais loin des caméras, existait une rivalité si intense qu'elle s'était transformée en véritable obsession personnelle. Parmi tous les ennemis qu'avait accumulé Johnny au cours de sa vie, Claude François occupait une place particulière. Des proches affirmaient que le chanteur de rock ressentait une colère presque viscérale en entendant le nom de son rival. Ce n'était pas seulement de la jalousie artistique ou une compétition pour le succès. Le problème était beaucoup plus profond et touchait aux questions de respect humain et de comportement en coulisses. Johnny avait toujours valorisé la loyauté de ses musiciens, techniciens et danseurs. Il pouvait être explosif, mais il aimait créer une relation proche avec les personnes travaillant à ses côtés. Claude François, au contraire, possédait une réputation totalement différente. Beaucoup de professionnels du milieu artistique racontaient qu'il contrôlait chaque détail de manière excessive et traitait son équipe avec une grande dureté. Dans les coulisses, certains membres de l'équipe de Johnny le surnommaient même « dictateur en paillettes », une expression cruelle utilisée pour se moquer de son attitude autoritaire mêlée au style extravagant de ses costumes. Les témoignages de l'époque décrivent Claude comme un homme obsédé par la perfection. Il imposait des répétitions interminables, critiquait ses danseurs devant tout le monde et perdait rapidement patience lorsque quelque chose ne se déroulait pas comme prévu. Pour Johnny, ce comportement était insupportable. Il pensait qu'aucun artiste ne devait humilier des personnes simplement pour protéger son image publique. La tension entre les deux hommes grandit lentement pendant des années, alimentée par des remarques indirectes, des provocations et des rencontres tendues dans les soirées du monde artistique français. Pourtant, le moment le plus dangereux eut lieu dans une célèbre boîte de nuit parisienne au cours d'une soirée particulièrement agitée des années 70. Selon plusieurs témoins, Johnny avait déjà beaucoup bu lorsqu'il remarqua la présence de Claude François dans l'établissement. L'atmosphère changea immédiatement. Ses proches virent le chanteur devenir silencieux et observer son rival de distance. Peu après, Claude aurait lancé une remarque sarcastique concernant des musiciens liés à Johnny. Personne ne connaît exactement les mots employés, mais ils suffirent à déclencher une explosion immédiate. Johnny se dirigea vers son rival avec une colère visible. Des personnes présentes affirmèrent qu'il avait réellement l'intention de le frapper. Le chanteur dut être retenu physiquement par des amis et des gardes de corps avant que la situation ne devienne incontrôlable. Des tables furent renversées, des clients prirent peur et la direction de la boîte envisagea même d'appeler la police afin d'éviter un scandale encore plus grave. Même après cette nuit, la haine entre les deux hommes ne disparut jamais complètement. Lorsque Claude François mourut en 1978 à la suite d'un accident domestique, beaucoup pensaient que Johnny laisserait enfin ses rancœurs à ses côtés. Pourtant, cela n'arriva jamais. Des proches assurèrent qu'il ne montra jamais de véritables regrets concernant les paroles violentes qu'il avait prononcées contre son rival au fil des années. Alors que beaucoup d'artistes français participaient à des hommages émouvants après la mort de Claude, Johnny préféra garder ses distances. Il refusa les invitations aux cérémonies et évita de commenter publiquement l'importance du chanteur. Ce silence attira l'attention du milieu artistique, surtout parce que beaucoup espéraient une réconciliation symbolique après la tragédie. Pour certains amis, cette attitude révélait l'intensité des blessures que Johnny gardait en lui. Il pouvait oublier de petits conflits, mais ne pardonnait jamais les comportements qu'il considérait comme humiliants ou cruels. Et même après la mort de Claude, cette rancœur restait vivante, comme une blessure impossible à refermer complètement dans l'univers explosif des célébrités françaises. Dès le début des années 60, Johnny Hallyday voulait imposer une idée très claire au public français. Il devait être considéré comme le véritable roi du rock en France. Pourtant, un autre nom revenait constamment dans les discussions musicales de l'époque, Dick Rivers. Entre les deux hommes, la rivalité commença très tôt et ne s'arrêta jamais vraiment. Au départ, beaucoup pensaient qu'il s'agissait simplement d'une concurrence normale entre deux artistes populaires. Mais avec les années, la tension devint beaucoup plus personnelle. Johnny supportait difficilement que certains critiques et fans considèrent Dick Rivers comme un des premiers véritables rockers français. Pour lui, cette place devait lui appartenir entièrement. Le style de Dick Rivers irritait profondément Johnny. Là où Hallyday privilégiait les grandes scènes, les spectacles puissants et une énergie explosive, Rivers adoptait une approche plus calme et plus intime. Il cultivait une image élégante, mystérieuse et parfois distante. Johnny méprisait cette attitude. Certains proches affirmaient qu'il considérait Dick Rivers comme un faux rebelle, quelqu'un qui utilisait l'image du rock sans en posséder la véritable intensité.
Dans les coulisses des émissions de télévision, cette rivalité devenait parfois très visible. Johnny voulait toujours apparaître comme la plus grande attraction de la soirée. Plusieurs producteurs racontaient qu'il exigeait régulièrement de passer en dernier pendant les émissions musicales importantes. Il utilisait souvent une phrase devenue célèbre dans son entourage : « Je passe après lui pour remettre les pendules à l'heure ». Derrière cette remarque se cachait une volonté claire de montrer au public qui représentait, selon lui, le vrai rock français. L'un des épisodes les plus humiliants pour Dick Rivers se produit dans une célèbre boîte de nuit parisienne au cours d'une soirée particulièrement agitée des années 70. Plusieurs artistes français célèbres étaient présents ce soir-là, et l'ambiance semblait détendue au début de la soirée. Dick Rivers venait juste de terminer une performance applaudie par le public, lorsque Johnny monta sur scène à son tour. Avant même de commencer à chanter, Johnny lança une phrase qui glaça immédiatement une partie de la salle. Certains spectateurs rirent nerveusement, tandis que d'autres comprirent immédiatement qu'il s'agissait d'une attaque directe contre Rivers. Ce moment provoqua un immense malaise entre les organisateurs et les artistes présents. Pour Dick Rivers, le problème ne se limitait pas aux humiliations publiques. Au fil des années, plusieurs personnes du milieu musical affirmèrent que l'influence immense de Johnny compliquait sérieusement ses relations avec certains producteurs et organisateurs. Dans l'industrie française, le poids de Johnny était énorme. Certains professionnels préféraient éviter de soutenir trop fortement Dick Rivers afin d'éviter de créer des tensions avec la plus grande star du pays. Cette situation alimenta encore plus la rancœur entre les deux chanteurs. Même quand ils tentaient d'afficher une certaine politesse devant les médias, le malaise restait évident. Les interviews devenaient tendues dès qu'un journaliste mentionnait l'un de l'autre. Avec le temps, cette rivalité finit par dépasser la simple musique. Elle se transforma en guerre d'ego, nourrie par des décennies de comparaisons, de jalousie et de provocations discrètes. Pendant plus de 50 ans, aucun des deux hommes ne réussit réellement à tourner la page. Et dans l'univers du rock français, beaucoup finirent par comprendre que derrière les sourires publics et les apparitions officielles, Au milieu des années 60, la France connaissait une transformation culturelle profonde. Une nouvelle génération apparaissait avec des idées différentes, des vêtements provocateurs et une manière plus libre de parler de la société. Pour Johnny Hallyday, cette évolution devenait parfois difficile à accepter. Et aucun artiste ne représentait davantage cette rupture que Antoine. Antoine incarnait exactement tout ce que Johnny détestait dans cette nouvelle vague artistique. Avec ses cheveux longs, son ton provocateur et ses déclarations provocantes, il symbolisait une jeunesse qui voulait casser les anciennes règles. Là où Johnny défendait encore une certaine discipline du métier, Antoine revendiquait l'insolence et la liberté totale. Le conflit explosa véritablement en 1966. Cette année-là, Antoine sortit la chanson « Les élucubrations », un titre rapidement devenu célèbre en France. Dans les paroles, il provoquait directement Johnny Hallyday avec un humour moqueur qui fit beaucoup parler. L'une des phrases les plus commentées évoquait l'idée de mettre Johnny dans une cage au cirque Medrano. Pour Antoine, c'était une manière ironique de dire que le rocker appartenait déjà au passé. Johnny prit cette attaque comme une humiliation publique. Pour lui, Antoine ne respectait ni les artistes qui avaient construit le rock français, ni les efforts nécessaires pour réussir une carrière durable. Très vite, la colère remplaça le simple agacement. Quelques semaines plus tard, Johnny répondit de la manière qu'il connaissait le mieux, par la musique. Il lança « Cheveux longs et idées courtes », une chanson qui attaquait directement Antoine et plus largement toute cette nouvelle génération de chanteurs contestataires. Les paroles dénonçaient des jeunes artistes considérés comme arrogants, prétentieux et sans véritable talent. Johnny estimait que beaucoup de ces nouveaux chanteurs utilisaient uniquement la provocation pour attirer l'attention. Selon lui, ils ne respectaient ni le public, ni les artistes plus anciens. Derrière cette chanson se cachait une véritable colère contre une époque qui changeait rapidement. Les médias adorèrent immédiatement ce conflit. Les journalistes invitaient régulièrement les deux hommes dans des interviews séparées afin de relancer la rivalité. Antoine ne reculait jamais devant une provocation. Il décrivait parfois Johnny comme un dinosaure, incapable de comprendre les changements culturels de son époque. Johnny, de son côté, répondait avec mépris. Il accusait Antoine de profiter de scandales faciles pour masquer son manque de profondeur artistique. Chaque interview devenait plus agressive que la précédente. Même lorsque les journalistes tentaient de calmer la situation, les deux chanteurs trouvaient toujours une nouvelle manière de s'attaquer. La tension atteignit son point le plus dangereux lors d'une émission de télévision parisienne. Les producteurs avaient invité plusieurs célébrités françaises afin de débattre de l'évolution de la musique française.
Dès l'arrivée de Johnny et d'Antoine, dans les coulisses, l'atmosphère devint électrique. Selon des témoins présents ce soir-là, des insultes furent échangées avant même le début de l'émission. Les membres des équipes commencèrent eux aussi à se provoquer. La situation devint si tendue que des techniciens et des agents de sécurité durent séparer physiquement les deux groupes pour éviter une bagarre générale. Pour Johnny, Antoine représentait bien plus qu'un simple rival musical. Il voyait en lui le symbole d'une génération qu'il considérait comme décadente, irrespectueuse et incapable de comprendre les sacrifices des anciens artistes. Cette blessure dépassait largement le cadre d'une simple chanson provocatrice. Même des années plus tard, le souvenir de cette humiliation publique continuait à alimenter sa rancœur. Et dans le monde du spectacle français, beaucoup comprirent que cette guerre entre Johnny et Antoine révélait un conflit beaucoup plus profond, celui entre deux visions opposées de la musique, du succès et du respect artistique. Pendant longtemps, Johnny Hallyday et Michel Sardou représentaient l'une des amitiés les plus célèbres du showbiz français. Les deux hommes partageaient des soirées privées, des discussions passionnées sur la musique et une admiration mutuelle qui semblait solide. Pour beaucoup d'artistes de leur génération, ils formaient un duo puissant, capable de comprendre l'impression immense de la célébrité. Au début de leur relation, tout paraissait naturel entre eux. Johnny appréciait le caractère direct de Sardou, tandis que Michel admirait l'énergie exceptionnelle de Johnny sur scène. Ils riaient ensemble, se soutenaient dans certains moments difficiles et défendaient parfois publiquement leurs carrières respectives contre les critiques. Mais derrière cette complicité existait déjà une rivalité discrète. Les deux hommes possédaient des personnalités fortes et supportaient difficilement l'idée de perdre de l'influence dans le monde musical français. Avec les années, des petites tensions commencèrent à apparaître. Selon plusieurs proches de Johnny, il voulait toujours garder une position dominante dans ses relations personnelles. Michel Sardou remarquait cette attitude et en parlait parfois avec irritation dans des conversations privées. Il expliquait que Johnny semblait obsédé par l'idée de contrôler les situations, les discussions et même les amitiés. La situation se dégrada lentement pendant les années 2000. Les échanges entre les deux chanteurs devinrent plus rares, puis presque inexistants. Pendant près d'une décennie, ils cessèrent pratiquement de se parler. Officiellement, personne ne donnait de véritables explications, mais dans les coulisses du spectacle français, tout le monde savait que leur relation était brisée. En 2013, la rupture devint définitivement publique. Plusieurs journalistes commencèrent à évoquer ouvertement la guerre froide entre les deux stars. Des proches de Johnny racontaient qu'il parlait parfois de Sardou avec beaucoup de mépris. Ils le surnommaient « le vieux cognac qui ne comprend pas l'évolution ». Une phrase particulièrement blessante visant à présenter Michel Sardou comme un homme dépassé de son époque. Sardou, de son côté, ne restait pas silencieux. Dans certaines interviews, il laissait entendre que Johnny avait besoin de dominer constamment les autres artistes pour protéger son image de légende nationale. Derrière ces mots, on sentait une immense déception personnelle. Mais le véritable point de non-retour arriva lors d'un gala public très médiatisé. Ce soir-là, plusieurs célébrités françaises étaient réunies devant les caméras. L'ambiance semblait festive jusqu'au moment où Johnny lança une plaisanterie sur l'âge de Michel Sardou devant le public. Certaines personnes présentes rirent immédiatement, pensant à une simple blague entre anciens amis. Pourtant, Sardou le prit extrêmement mal. Selon des témoins, son visage changea immédiatement après la remarque. Il resta calme devant les caméras, mais les proches des deux artistes comprirent immédiatement que quelque chose venait de se casser définitivement. Pour Michel Sardou, cette humiliation publique était impossible à oublier. Il estimait que Johnny avait volontairement cherché à le ridiculiser afin d'affirmer sa supériorité devant le milieu artistique. À partir de ce moment, toute possibilité de réconciliation sembla disparaître. Les années suivantes furent marquées par un silence glacial. Les deux hommes évitaient soigneusement de se retrouver dans les mêmes événements. Lorsque des journalistes tentaient d'obtenir des réactions, les réponses restaient froides, parfois ironiques, mais toujours remplies de tension. Même lorsque l'état de santé de Johnny commençait à inquiéter le public, la distance entre eux ne diminua pas. Beaucoup espéraient un dernier rapprochement entre ces deux figures majeures de la chanson française. Pourtant, cette réconciliation n'arriva jamais. Et lorsque Johnny mourut, cette amitié autrefois admirée par toute la France resta comme l'un des plus grands échecs relationnels du monde du spectacle français. Dans les années 90, la collaboration entre Johnny Hallyday et Jean-Jacques Goldman semblait presque parfaite. Les deux artistes représentaient des univers différents, mais complémentaires. Johnny apportait sa puissance vocale et son charisme explosif, tandis que Goldman offrait une écriture plus sensible, précise et profondément humaine.
Ensemble, ils créèrent plusieurs succès mémorables qui marquèrent durablement la chanson française. À cette époque, beaucoup imaginaient que leur association durerait encore de longues années. Goldman semblait parfaitement comprendre les émotions de Johnny et savait écrire des textes capables de toucher le public tout en modernisant l'image du rocker. Leur entente artistique impressionnait les producteurs, les journalistes et les fans. Pourtant, derrière ce succès apparent, une tension discrète commençait déjà à grandir. Les deux hommes possédaient des visions très différentes du métier. Johnny vivait dans un univers où les compromis commerciaux faisaient naturellement partie de la carrière d'un artiste populaire. Publicité, partenariats, grandes opérations médiatiques. Pour lui, tout cela faisait partie du spectacle et permettait de maintenir une immense carrière au plus haut niveau. Goldman, au contraire, défendait une approche beaucoup plus discrète. Il refusait souvent certains contrats commerciaux et se montrait très prudent avec son image publique. Cette attitude irritait progressivement Johnny, qui commençait à voir chez lui une forme de prétention morale. Selon plusieurs proches, Johnny trouvait que Goldman donnait parfois l'impression de vouloir apparaître plus intègre que les autres artistes du milieu. Derrière les compliments publics, un certain mépris commençait alors à s'installer. Le point critique serait arrivé pendant une session d'enregistrement particulièrement tendue. Les deux hommes travaillaient sur de nouveaux morceaux, lorsque Goldman aurait critiqué certaines orientations artistiques choisies par Johnny. Les détails exacts restent flous, mais plusieurs témoins évoquèrent une discussion très froide dans le studio. Johnny supportait mal difficilement les critiques venant de personnes proches. Lorsqu'il estimait qu'un collaborateur remettait en question ses choix artistiques, il le vivait comme une attaque personnelle. Cette remarque de Goldman aurait provoqué une rupture silencieuse mais définitive entre eux. Après cet épisode, leur relation changea brutalement. Les échanges devinrent rares, puis cessèrent presque totalement. Officiellement, aucun des deux hommes ne donna d'explication claire au public. Cette absence totale de déclaration alimenta immédiatement les rumeurs dans le monde de la musique française. Pendant près de 10 ans, une véritable guerre froide s'installa entre eux. Aucun scandale public, aucune insulte ouverte, mais un silence pesant que tout le milieu artistique remarquait. Johnny évitait soigneusement de parler de Goldman dans les interviews, et lorsque des journalistes insistaient sur leur ancienne complicité, ses réponses devenaient sèches et très courtes. Goldman, fidèle à son tempérament discret, refusait également d'alimenter la polémique. Mais ce silence renforçait encore davantage le mystère autour de leur rupture. Pour les admirateurs des deux artistes, cette rupture représentait une immense déception. Beaucoup estimaient que leur collaboration avait produit certains des plus beaux moments de la chanson française moderne. Les producteurs rêvaient secrètement d'un retour du duo, mais aucune réconciliation ne semblait possible. Avec les années, cette rupture devint presque symbolique du caractère complexe de Johnny Hallyday. Il pouvait admirer profondément un artiste, travailler avec passion à ses côtés, puis couper brutalement les liens lorsqu'il se sentait blessé dans son orgueil ou dans sa liberté. Et pendant que le public continuait à écouter les chansons créées ensemble, une distance glaciale séparait désormais deux hommes qui avaient autrefois semblé inséparables dans les studios français. Après la mort de Johnny Hallyday, plusieurs personnes ayant travaillé à ses côtés pendant des décennies décidèrent enfin de raconter ce qu'elles avaient vu derrière les coulisses. Ces témoignages furent réunis dans un ouvrage posthume intitulé « Johnny Hallyday et ses anges gardiens », un livre qui provoqua immédiatement de nombreuses réactions dans le monde du spectacle français. Le public découvrit alors un Johnny Hallyday beaucoup plus complexe que l'image habituelle du rocker généreux et festif. Les récits de ses anciens proches révélaient un homme capable d'une grande loyauté, mais aussi d'une sévérité extrême envers les comportements qu'il considérait comme incapables. Parmi les témoignages les plus marquants figurait celui de Sébastien Farrand, ancien garde de corps et proche collaborateur du chanteur. Selon lui, Johnny classait discrètement les artistes en deux catégories très simples, les humains et les inhumains. Cette manière brutale de juger les autres surprit de nombreux lecteurs. Pourtant, Sébastien Farrand expliquait que Johnny ne se basait pas uniquement sur le succès ou la réputation publique des artistes. Pour lui, les inhumains étaient surtout les artistes qui méprisaient leurs équipes, humiliaient leurs musiciens ou traitaient les techniciens avec arrogance. Johnny supportait mal difficilement les attitudes de supériorité dans les coulisses. Plusieurs membres de son entourage racontèrent qu'il observait énormément la manière dont les célébrités parlaient aux chauffeurs, aux assistants ou aux employés anonymes travaillant derrière les scènes. Un simple manque de respect pouvait suffire à provoquer une colère durable. Pierre Billon, qui avait longtemps accompagné Johnny pendant ses déplacements, confirma lui aussi cette facette du chanteur.
Selon lui, Johnny développait une haine immédiate envers les artistes qui maltraitaient leurs collaborateurs. Même lorsqu'il essayait de rester calme publiquement, il pouvait ensuite passer des heures à critiquer violemment certaines attitudes qu'il jugeait humiliantes. Ces révélations donnèrent un nouvel éclairage sur plusieurs conflits célèbres de sa carrière. Beaucoup commencèrent alors à comprendre que ces rivalités ne reposaient pas uniquement sur la jalousie artistique ou les questions d'ego. Le producteur Jean-Claude Camus apportait également un témoignage important. Selon lui, Johnny n'était pas naturellement rancunier. Il pouvait pardonner des erreurs personnelles ou des disputes passagères. En revanche, il devenait inflexible lorsqu'il estimait qu'un comportement était moralement indigne. Jean-Claude Camus expliquait que Johnny possédait une vision presque obsessionnelle du respect dans le métier artistique. Lorsqu'un chanteur humiliant ce danseur, méprisait ses techniciens ou abusait de son pouvoir, Johnny pouvait immédiatement le rayer définitivement de son cercle personnel. Dans certains cas, cette attitude allait jusqu'à de véritables blacklists invisibles. Johnny refusait alors certaines collaborations, évitait certains événements ou demandait discrètement de ne plus travailler avec des artistes qu'il considérait comme toxiques. Selon ses proches, ces décisions n'étaient pas motivées par la jalousie artistique, mais par des questions éthiques. Ces témoignages modifièrent profondément l'image publique du chanteur après sa disparition. Beaucoup réalisèrent que derrière ces colères spectaculaires se cachait aussi une forme de perfectionnisme moral extrêmement rigide. Johnny pouvait accepter les excès liés au monde du spectacle, mais il ne supportait jamais ce qu'il percevait comme des comportements humiliants ou dégradants envers les plus faibles. Cette vision très personnelle du respect expliquait une grande partie de ses conflits les plus célèbres. Et plus les anciens anges gardiens du rocker parlaient, plus apparaissait le portrait d'un homme complexe, passionné et parfois brutal, dont les colères étaient souvent liées à des principes qu'il considérait impossibles à trahir dans l'univers impitoyable du showbiz français. Pour le grand public, Johnny Hallyday restera toujours l'image d'une immense star du rock français, entourée de lumière, de succès et d'excès. Pourtant, les témoignages révélés après sa mort ont montré une personnalité beaucoup plus complexe que celle présentée à la télévision pendant des décennies. Ce qui frappait le plus les personnes ayant travaillé avec lui était le contraste permanent entre sa générosité presque légendaire et la violence de certaines de ses colères. Johnny pouvait offrir énormément aux gens simples qui croisaient sa route. Des musiciens racontaient qu'il distribuait parfois des cadeaux spontanés après un concert, simplement pour remercier un membre de l'équipe ayant bien travaillé. Dans les restaurants, les hôtels ou pendant les tournées, il laissait souvent des pourboires impressionnants au personnel. Plusieurs techniciens expliquèrent qu'il aidait discrètement certains collaborateurs en difficulté financière sans jamais chercher à rendre ses gestes publics. Sa porte restait ouverte pour ceux qu'il considérait sincères et loyaux. Cette bonté contrastait fortement avec la haine profonde qu'il pouvait ressentir envers certaines célébrités du monde artistique. Pourtant, selon ses proches, Johnny ne méprisait pas les gens ordinaires. Ses colères visaient surtout des stars qu'il considérait abusives, arrogantes ou hypocrites. Dans les coulisses des spectacles, il observait énormément le comportement des autres artistes. Un simple geste de mépris envers un assistant, un musicien ou un technicien pouvait immédiatement provoquer sa colère. Plusieurs témoins racontèrent avoir vu Johnny exploser après avoir surpris des chanteurs humiliant publiquement leurs collaborateurs. Pour lui, le succès donnait des responsabilités. Il supportait difficilement les célébrités qui oubliaient que leur carrière dépendait aussi du travail invisible des équipes techniques, des musiciens ou des employés travaillant dans l'ombre. Lorsqu'il voyait une star traiter ces personnes avec arrogance, il considérait cela comme une véritable trahison morale. Johnny détestait particulièrement l'injustice venant de personnes déjà privilégiées par la célébrité et l'argent. Selon certains proches, il répétait souvent qu'un artiste ne devenait grand que grâce aux gens qui l'accompagnaient au quotidien. Cette idée expliquait une grande partie de ses réactions, parfois excessives. L'hypocrisie représentait également quelque chose qu'il ne supportait pas. Il méprisait profondément les artistes qui affichaient une image généreuse devant les caméras, tout en devenant cruel ou méprisant dans la vie privée. Derrière son tempérament explosif, Johnny possédait une vision très directe des relations humaines. Il préférait quelqu'un de brutal mais sincère plutôt qu'une personne élégante mais fausse. Avec le temps, cette manière de penser le poussa à rayer définitivement certains artistes de sa vie. Lorsqu'il jugeait une personne capricieuse, manipulatrice ou irrespectueuse, il devenait presque impossible de regagner sa confiance. Même des années plus tard, il pouvait encore parler avec colère d'un ancien conflit. Pour beaucoup, cette attitude semblait excessive, mais ceux qui connaissaient réellement Johnny expliquaient que ses réactions étaient profondément liées à sa vision presque sacrée du métier d'artiste.
À ses yeux, monter sur scène n'était pas seulement une question de gloire ou d'argent, c'était un engagement total envers le public, les musiciens et toutes les personnes travaillant derrière le spectacle. Il estimait qu'un véritable artiste devait respecter ceux qui rendaient la musique possible. Cette philosophie expliquait pourquoi certaines rivalités avaient pris une telle place importante dans sa vie. Derrière les insultes, les humiliations publiques et les ruptures définitives, existait souvent une même obsession, défendre une certaine idée de dignité dans le monde artistique. Et plus les révélations s'accumulaient après sa disparition, plus apparaissait l'image d'un homme déchiré entre une immense générosité humaine et une incapacité totale à pardonner ce qu'il considérait comme moralement indigne. Avec le temps, beaucoup de personnes ont compris que les haines de Johnny Hallyday n'étaient jamais totalement aléatoires. Derrière chaque conflit important se cachait une logique personnelle très précise. Johnny ne détestait pas simplement par jalousie ou par caprice, chacun de ses ennemis représentait quelque chose qu'il rejetait profondément dans le monde artistique. Le cas de Claude François illustrait parfaitement cette idée. Ce que Johnny supportait le moins chez lui n'était pas son immense succès ni sa popularité auprès du public. Ce qu'il condamnait réellement, c'était sa manière supposée de traiter ses équipes. Les récits sur son autoritarisme, ses exigences extrêmes et son comportement envers les danseurs ou musiciens provoquaient chez Johnny une colère sincère. Pour lui, un artiste ne devait jamais humilier ceux qui travaillaient dans l'ombre. Avec Dick Rivers, le problème était différent. Johnny voyait chez lui une absence d'authenticité véritable. Il considérait que Rivers cultivait une image rebelle sans posséder l'intensité réelle du rock qu'il prétendait représenter. Derrière cette rivalité existait une obsession très forte chez Johnny, défendre ce qu'il estimait être le vrai esprit du rock français. Le conflit avec Antoine touchait encore un autre point sensible. Johnny acceptait difficilement les provocations de cette nouvelle génération des années 60. Pour lui, Antoine symbolisait une époque où certains jeunes artistes cherchaient le scandale sans respecter les anciens chanteurs ayant ouvert la voie avant eux. Cette absence de respect le blessait profondément. Dans le cas de Michel Sardou, la douleur semblait beaucoup plus personnelle. Là où les autres conflits reposaient souvent sur des questions de comportement ou d'image artistique, celui-ci ressemblait davantage à une blessure d'amitié. Johnny supportait mal l'idée qu'une relation sincère puisse se transformer en guerre froide. Derrière les piques publiques et le silence glacial, existait surtout un sentiment de trahison. Puis venait Jean-Jacques Goldman. Ici encore, le problème n'était pas simplement musical. Johnny reprochait surtout à Goldman une forme d'arrogance morale. Il détestait les artistes donnant l'impression de juger les autres au nom de principes supérieurs. Pour Johnny, personne dans ce métier n'était assez parfait pour donner des leçons. En réalité, toutes ces rivalités révélaient quelque chose d'essentiel sur la personnalité du rocker. Johnny construisait sa propre légende en opposition directe à ce qu'il détestait. Chaque ennemi lui permettait de défendre une valeur qu'il considérait fondamentale, le respect des équipes, l'authenticité, la fidélité, la sincérité ou la loyauté. Ces conflits influençaient même ses choix artistiques. Certains producteurs, musiciens ou collaborations étaient acceptés ou refusés selon les relations personnelles qu'il entretenait avec certaines figures du spectacle français. Derrière ces décisions se cachait souvent une dimension émotionnelle beaucoup plus forte que le simple calcul commercial. Chaque rival touchait une blessure différente chez lui. Claude François réveillait sa haine du mépris social. Dick Rivers alimentait son obsession de l'authenticité. Antoine représentait le rejet des anciennes générations. Sardou symbolisait la douleur des amitiés détruites. Goldman incarnait l'agacement face aux leçons morales. En observant l'ensemble de ces conflits, une vérité apparaissait progressivement. Johnny Hallyday ne séparait jamais complètement l'homme de l'artiste. Pour lui, le comportement personnel comptait autant que le talent musical. Et c'est précisément cette vision passionnée, parfois excessive, qui transforma ces rivalités en véritables guerres émotionnelles ayant marqué toute l'histoire du showbiz français. La mort de Johnny Hallyday n'a pas seulement marqué la fin d'une immense carrière musicale, elle a aussi ouvert une porte sur un univers caché que très peu de personnes connaissaient réellement. Après sa disparition, les témoignages de ses proches, de collaborateurs et d'anciens membres de son entourage ont révélé des colères, des blessures et des rivalités longtemps restées secrètes. Mais malgré toutes ces révélations, une question continue de revenir dans le monde du spectacle français. Beaucoup de personnes ayant travaillé à ses côtés pendant des décennies affirment que les conflits connus du public ne représentaient qu'une petite partie de ses véritables rancœurs. Derrière les grandes rivalités avec Claude François, Dick Rivers, Antoine, Michel Sardou et Jean-Jacques Goldman, existent encore de nombreuses histoires jamais racontées publiquement. Dans les coulisses du showbiz parisien, certains noms continuent de circuler discrètement. D'anciens producteurs évoquent des tensions cachées avec d'autres chanteurs célèbres, des techniciens parlent de querelles violentes pendant des tournées, quelques musiciens racontent même avoir assisté à des confrontations dont personne n'a jamais parlé devant les médias.
Pendant longtemps, ces secrets sont restés enfermés derrière une règle silencieuse, protéger l'image du plus grand rocker français. Beaucoup de proches de Johnny refusaient de parler publiquement par loyauté ou par peur de provoquer des scandales inutiles. Mais après sa disparition, cette barrière commença lentement à disparaître. La disparition du chanteur libéra la parole de certains membres de son entourage. Ses anciens gardes de corps, chauffeurs, collaborateurs ou producteurs commençaient à raconter des épisodes jusque-là cachés. Pourtant, paradoxalement, sa mort referma définitivement toutes les querelles encore ouvertes. Tant que Johnny était vivant, certains espéraient encore des réconciliations inattendues. Dans le monde artistique, il arrive parfois que des ennemis historiques finissent par se rapprocher avec le temps, mais avec sa disparition, cette possibilité disparut complètement. Aucune discussion ne pourra désormais réparer les blessures laissées par ces décennies de conflits. Les 5 stars qui ont marqué sa vie resteront pour toujours liées à lui par des rivalités devenues presque légendaires dans l'histoire de la chanson française. Ce qui rend ces histoires encore plus fascinantes, c'est qu'elles révèlent un Johnny très différent de l'image simplifiée souvent présentée au public. Derrière les excès, les concerts géants et les apparitions médiatiques, existait un homme guidé par une vision extrêmement personnelle de la dignité artistique. Johnny pouvait pardonner beaucoup de choses, les erreurs, les disputes passagères, les critiques ou même certaines trahisons personnelles, mais il ne supportait jamais ce qu'il considérait comme une indignité artistique ou humaine. Le mépris envers les équipes, l'arrogance, l'hypocrisie ou le manque de respect représentaient pour lui des fautes presque impossibles à effacer. Cette manière de penser expliquait la violence émotionnelle de plusieurs de ses conflits. Chaque rival touchait une blessure précise liée à ses valeurs profondes. Et même lorsque les années passaient, Johnny semblait incapable d'oublier totalement ceux qui avaient tranché certaines limites. Aujourd'hui encore, après sa disparition, ces histoires continuent d'alimenter les discussions dans les coulisses du spectacle français. Beaucoup pensent que certains secrets ne seront jamais révélés entièrement. Car au fond, Johnny Hallyday restera peut-être toujours ce personnage contradictoire. Un homme capable d'une immense générosité, mais aussi d'une fidélité absolue à ses principes, même lorsque cela le condamnait à garder certains ennemis pour l'éternité. Voilà, la vérité a éclaté. 5 célébrités qui ont eu le malheur d'être sur le chemin de Johnny Hallyday et en payer le prix. Des gens qu'il haïssait, qu'il méprisait, qui ne méritaient jamais son amitié. Et tu n'imaginais probablement pas que certaines de ces personnes étaient la cible d'une telle rancune. Maintenant, c'est ton tour. Laquelle de ces 5 célébrités t'a le plus choqué? Laquelle d'elles croyais-tu que Johnny aimait vraiment? Laisse un commentaire ici en bas et partage avec moi. Commente, discute, dis-moi ce que tu penses. Et si cette vidéo t'a donné envie d'en savoir plus, fais-moi une faveur. Abonne-toi à la chaîne maintenant. Active cette cloche de notification pour ne pas manquer une autre histoire comme celle-ci. Parce qu'il y a bien d'autres choses à venir. Beaucoup plus. Merci d'être ici. Merci de me faire confiance. À la prochaine vidéo.